La poussière dans l'air, je la voyais danser, illuminée par les rayons de soleil qui perçaient les hautes fenêtres de la grande salle. Chaque particule était une âme, une histoire silencieuse, tout comme la mienne, et tout comme celle de ce petit garçon, Pierre, qui hurlait au milieu du tapis personne. Ce n'était pas un caprice d'enfant gâté, non. C'était un son guttural, déchirant, le genre de cri qu'on entend quand une âme est coincée dans une boîte de verre, martelant les parois pour s'échapper. Ses petites griffes non transformées arrachaient le tissu sous lui. Il venait de briser un vase cérémoniel et maintenant il frappait le sol de ses petits poings, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit meurtri. Il n'entendait pas le fracas du vase. Il n'entendait pas ses propres hurlements. Il ne sentait que la vibration de sa rage et ça ne suffisait pas. Comment j'en suis arrivé là, à nettoyer les traces de ce chaos, à voir le monde à travers le prisme de leur silence? En fait, c'est une longue histoire, un peu tordue, comme souvent avec les destinées de loups ou de non-loups, dans mon cas. Avant ce jour assourdissant dans la grande salle, avant que le monde entier ne se penche sur le problème du jeune prince, ma vie se résumait à l'invisibilité. J'étais Mary Moore, la sans-loup, l'Oméga sans-motte, bonne à nettoyer les planchers du clan de la Lune d'Argent, quelque part entre Lyon et les monts du Jura. À 16 ans, quand mes os auraient dû craquer et ma peau se déchirer pour révéler mon loup intérieur, rien. Juste mon corps d'humaine fragile et ordinaire. Le silence de ma propre transformation, c'était une prison bien plus ancienne que celle que le prince Pierre connaissait. Un défaut de naissance, une anomalie. Mes parents, paix à leurs âmes, étaient morts lors d'une attaque de loups solitaires, des hors-la-loi, et mon cousin, Louis, un type dont je n'aime même pas prononcer le nom, Louis aussi s'appelait Dylan, un cruel hasard qui piquait chaque fois que j'entendais le nom du prince, m'avait mis à la porte. J'avais 23 ans et ma vie était un ensemble de serpillères et de sots relégués au quartier des domestiques, au sous-sol. Mais cette anomalie avait un avantage. Puisque je n'étais pas une louve, il m'avait envoyé dans une école humaine, loin d'ici, dans une ville sans meurtre, sans l'odeur du pain et du sang ancien qui imprégnait de ses murs. Là-bas, j'ai appris des choses que personne ici ne prenait la peine d'apprendre. Pas seulement des maths ou de la littérature. J'ai fait du bénévolat dans un centre pour enfants avec des besoins différents. J'ai appris que différent ne voulait pas dire cassé. J'ai appris que le langage n'était pas seulement une affaire de mots prononcés. C'était une ouverture, une connexion, un pont. Je me souviens, quelques jours avant ce chaos dans la grande salle, j'étais en train de frotter le couloir de l'aile ouest, mes genoux indoloris contre la pierre froide, mes mains à vif, rougies par l'eau de Javel. L'odeur de citron et de produits industriels me piquait le nez, mais je gardais la tête baissée. L'invisibilité, c'était ma force, ma meilleure protection. Je les avais vus, le roi Julien, la bêta Sophie et tous les anciens du conseil. Leurs visages graves, leurs yeux sombres, ils le voyaient comme un monstre, un animal incontrôlable. Moi, je voyais autre chose. Depuis des mois, je l'observais, le petit prince. Quand j'apportais le linge de lit à la nursery, quand je passais devant la porte, je le sentais. Je le voyais danser dans le soleil, focalisé sur les brins de poussière, une attention presque prédatrice. Je le voyais presser son oreille contre le plancher, sentir les vibrations des pas bien avant que quiconque n'entre dans la pièce. Il n'était pas stupide. Il s'ennuyait, et il était d'une solitude suffocante. « Bouge-toi, la sans-loup !» avait grogné un garde, posant délibérément sa lourde botte sur la flaque d'eau que je venais de nettoyer. Il ne m'avait même pas regardé. Pour lui, j'étais un meuble, une femme de ménage. Je l'avais laissé partir, ses pas lourds s'éloignant au coin du couloir. Puis j'avais essuyé mes mains sur mon tablier effiloché. Le couloir était vide. La nounou, une jeune louve volage nommée Clara, passait son temps à flirter avec les gardes plutôt qu'à s'occuper du prince. Elle était sans doute aux cuisines, à voler des pâtisseries.
J'avais pris une grande inspiration, le cœur battant dans ma poitrine comme un oiseau en cage. Être surprise dans l'aile royale sans ordre, c'était l'exil. Et pour une humaine sans loup, l'exil dans les terres sauvages, c'était la mort. Ou pire, Sophie Duval, la fée de la bêta, qui me regardait toujours avec un mélange de dégoût et de suspicion, trouverait une raison de m'éliminer. Mais une voix en moi avait murmuré « Fais-le ». Ce n'était pas l'esprit d'un loup, juste ma conscience tenace. Ce petit est en train de se noyer dans le silence et tu es la seule à avoir une bouée de sauvetage. J'avais lissé mon chignon, vérifié le couloir une dernière fois, et je m'étais glissé dans la nursery. La pièce était luxueuse, remplie de jouets coûteux et intacts. Le soleil entrait à flot, se moquant de la pénombre qui pesait sur l'enfant. Pierre était assis dans un coin, fixant le mur blanc, se balançant d'avant en arrière. Thump, thump, thump. Un rythme apaisant pour lui. Je savais que c'était une façon de sentir son propre corps dans l'espace quand le monde ne lui renvoyait aucun écho. Je n'avais pas marché derrière lui, ça l'aurait effrayé. Au lieu de ça, j'avais marché lourdement, tapant légèrement mes bottes pour que les vibrations traversent le plancher. Pierre s'était arrêté de se balancer net. Il s'était figé. Il avait tourné la tête, ses yeux dorés plissés d'une anticipation défensive. Il avait sifflé, imitant les loups qu'il voyait autour de lui. Il s'attendait à ce que je crie, à ce que je le saisisse, à la pitié étouffante qui émanait des adultes. Je n'avais rien fait de tout ça. Je m'étais agenouillé au sol, à une distance respectueuse de 3 mètres. J'avais gardé un visage neutre, doux. Je n'avais pas parlé. Parler était inutile ici. Ce n'était que du bruit qu'il ne pouvait pas décoder. Lentement, délibérément, j'avais levé ma main. J'avais tapé ma poitrine 2 fois. Puis je l'avais pointé du doigt. Pierre me regardait immobile. Sa curiosité luttait contre sa peur. J'avais plongé ma main dans la poche profonde de mon tablier. Je n'avais pas sorti une friandise, pas un jouet en peluche. J'avais sorti une lampe de poche. Une petite lampe tactique, bon marché, que j'utilisais pour nettoyer sous les meubles lourds. Je l'avais allumée. Le faisceau avait traversé la poussière, frappant le sol en un cercle lumineux. Pierre avait tressailli, puis ses yeux s'étaient écarquillés. J'avais cliqué pour l'éteindre. Je l'avais rallumé. Éteindre, allumer, éteindre, allumer. Le motif était hypnotisant. Pierre s'était avancé à 4 pattes, attiré comme un papillon de nuit. Il avait tendu la main vers la lumière. Je ne l'avais pas retirée. Je la lui avais donnée, mes doigts s'effleurant sa petite main froide. Il l'avait tenue comme les joyaux de la couronne. Il avait cliqué sur le bouton. Lumière. Clic. Obscurité. Il avait levé les yeux vers moi, un immense sourire édenté se répandant sur son visage maculé de larmes. Le premier vrai sourire que quiconque avait vu sur le prince depuis des mois. Cela l'avait transformé d'un monstre en un enfant joyeux et haletant. Je lui avais rendu son sourire, les larmes me piquant les yeux. Puis j'avais pris sa main, je l'avais posée contre ma gorge. J'avais pris une profonde inspiration et j'avais commencé à fredonner une note basse et résonnante. Les yeux de Pierre s'étaient écarquillés davantage. Il pouvait sentir le son. La vibration avait voyagé de mes cordes vocales à travers ma peau jusqu'au bout de ses doigts. Il avait retiré sa main, l'avait regardé avec émerveillement, puis l'avait replacé sur ma gorge. Il avait ouvert sa propre bouche et avait essayé d'imiter la vibration. C'était un croassement indistinct, comme celui d'une grenouille, mais pour moi, c'était la plus belle conversation que j'ai jamais entendue. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire? » La voix avait retenti comme le tonnerre. Elle ne venait pas d'une gorge. Elle semblait venir de l'air lui-même. Je m'étais figé. Le sang s'était retiré de mon visage, me laissant pâle comme un linge. Je n'avais pas eu besoin de me retourner pour savoir qui était dans l'embrasure de la porte. Les phéromones de rage étaient si puissantes qu'elles avaient un goût de cuivre et de cendre dans l'air. C'était le roi Alpha, Julien, et il semblait prêt à tuer. J'ai appris plus tard ce qui s'était passé de son point de vue. Julien était venu voir son fils,
espérant le trouver endormi pour pouvoir s'asseoir près du berceau et s'excuser auprès de l'enfant inconscient de son échec en tant que père. Au lieu de cela, il avait trouvé la sans-loup, la petite nettoyeuse, au sol avec son héritier, ses mains sur la personne du prince. La rage, brûlante et aveuglante, l'avait traversé. Un instinct primal. Protéger le petit. Il avait traversé la pièce en deux immenses enjambées, les planches gémissant sous son poids. Il m'avait attrapé par le dos de mon uniforme gris et m'avait soulevé d'un coup, comme si je ne pesais rien. « Je dis, avait-il grogné, son visage à quelques centimètres du mien, ses canines s'allongeant, ses yeux tourbillonnant de l'énergie chaotique de son loup. « Qu'êtes-vous en train de faire à mon fils? » Je tremblais, mes pieds de balance à quelques centimètres du sol. J'étais terrifié. Mes instincts hurlaient qu'un prédateur me tenait à la gorge, et j'étais à quelques secondes de me faire briser le cou. Mais alors j'ai regardé vers le bas. Pierre. Pierre ne se recroquevillait pas. Il ne hurlait pas. Il était debout, tenant la lampe de poche, l'air confus et en colère que sa nouvelle amie, la source de lumière et de vibration, ait été emportée. Je lui apprenais « Alpha », avais-je balbutié, forçant les mots à passer la boule de terreur dans ma gorge. Lui apprendre? Julien m'avait lâché. J'avais trébuché en arrière, frappant le mur assez fort pour me faire un bleu, mais j'étais resté debout. Vous êtes une Oméga et une sans-loup par-dessus le marché. Vous n'avez rien à apprendre à la lignée d'un roi. L'avez-vous blessé? Pourquoi touchait-il votre gorge? Il sentait le son, avais-je dit, ma voix tremblante mais gagnant une étrange force d'acier. J'avais redressé mon tablier, mes mains tremblantes. Il n'est pas cassé, Alpha. Il s'ennuie juste à mourir. Julien m'avait fixé, l'audace. Personne ne lui parlait comme ça. Pas le conseil, pas Sophie, certainement pas une nettoyeuse. Il est sourd, il ne peut pas apprendre les voix du loup. Il ne peut pas entendre les ordres. Alors arrêtez d'essayer d'en faire un loup et laissez-le être un garçon d'abord, avais-je claqué. Le silence qui avait suivi était pesant. J'avais réalisé trop tard que je venais d'insulter le roi Alpha en face. Julien s'était avancé, planant au-dessus de moi, une montagne de muscles et de violence refoulée. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous jeter au cachot pour avoir touché le prince sans permission. Je peux le prouver, avais-je dit, allaitante. Je ne me battais plus pour ma vie. Je me battais pour celle de Pierre. Je peux prouver qu'il comprend. Comment? Il ne connaît pas les ordres. Il ne connaît pas son nom. Il ne connaît pas le nom que vous lui donnez, avais-je corrigé, mes yeux gris fixant les siens, dorés. Il se connaît lui-même. J'avais contourné l'alpha, un mouvement si dangereux qu'il était presque suicidaire. Je m'étais agenouillé de nouveau devant Pierre. Julien observait, ses muscles tendus, prêts à me déchirer si je faisais un faux mouvement. J'avais tendu la main vers ma poche de tablier à nouveau. « Si vous sortez une arme, » avait prévenu Julien, sa voix un grondement bas. « Ce n'est pas une arme, » avais-je dit, « c'est un pont. » J'avais sorti une pile de cartes. Elles étaient faites maison, dessinées au dos d'annonces de meutes glamour recyclées que j'avais pêchées dans la poubelle. J'avais utilisé du fusain pour esquisser des images simples, à contraste élevé. Un loup, une lune, un bol de nourriture, un lit, du feu. Julien avait ricané. Des images. Vous pensez que lui montrer des images va réparer une lignée brisée? Regardez, avais-je commandé. J'avais étalé 3 cartes sur le sol, une balle, un os et une tasse. Puis j'avais regardé Pierre. Je n'avais pas parlé. J'avais tapé mon menton avec mon pouce, puis j'avais joint mes poings. Pierre regardait fixement. Sa concentration était absolue. J'avais répété le mouvement. Le signe pour balle. Pierre avait regardé les cartes. Son front s'était plissé dans une profonde concentration. Il avait regardé mes mains, mimant le mouvement avec ses petits doigts. Puis, avec une vitesse qui avait choqué Julien, la main potelée de Pierre s'était tendue et avait claqué la carte avec la balle. Julien avait arrêté de respirer.
L'air avait quitté ses poumons. Je ne m'étais pas arrêté. J'avais mélangé les cartes. J'en avais posé 3 nouvelles. Dormir, lit, manger, bol, en colère, feu. J'avais pressé mes paumes ensemble et penché ma tête contre elles. Le signe pour dormir. Pierre n'avait pas hésité. Il avait pointé le lit. Alors Pierre avait fait quelque chose qui avait presque mis Julien à genoux. Le tout petit avait regardé son père. Il avait regardé l'énergie sombre et menaçante qui émanait de l'alpha. Il avait pointé Julien. Puis Pierre avait froissé son visage, levé ses mains comme des griffes et avait frappé la carte représentant le feu en colère. Il qualifiait son père d'en colère. J'avais laissé échapper un rire haletant, triomphant. Il dit « Ton énergie est bruyante, Alpha ». Julien avait regardé l'enfant. Pendant 3 ans, il avait fixé un mur blanc, croyant qu'il n'y avait rien derrière. Maintenant, le mur avait disparu. Son fils était là. Il avait été là tout ce temps, hurlant pour être entendu. Et Julien parlait la mauvaise langue. L'émotion qui avait frappé Julien n'était pas du soulagement. C'était une vague de culpabilité, d'admiration et un amour protecteur féroce. Il m'avait regardé, moi, la fille sans loup. J'étais simple, vêtu d'un uniforme 2 tailles trop grand, mes cheveux en bataille. Mais à ce moment-là, je détenais plus de pouvoir que tout le conseil réuni. J'avais fait l'impossible. « Comment ?» avait murmuré Julien, sa voix rauque. « Comment avez-vous fait ça? » J'ai appris le langage des signes américains quand je vivais avec des humains, avais-je dit doucement. Les loups dépendent tellement de la télépathie et de l'ouïe que nous avons oublié que la communication n'est pas une question de son, c'est une question de connexion. J'avais ramassé mes cartes. Il a déjà un vocabulaire d'environ 50 mots, Alpha. Je me suis faufilé ici pendant 1 mois. Je suis désolé. Julien avait regardé les cartes, puis moi. Vous lui avez appris en secret. Je savais qu'il l'enverrait, avais-je dit, ma voix tombant à un murmure. Sophie Duval parle du refuge. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Il est intelligent, Alpha. Il est plus intelligent que n'importe quel petit de son âge que j'ai jamais vu. Julien avait regardé son fils, qui cliquait maintenant la lampe de poche, illuminant les bottes de l'Alpha avec un sourire. Il m'a appelé en colère, avait murmuré Julien, un étrange sourire tordu étirant ses lèvres. Il est observateur, avais-je haussé les épaules. Et vous êtes en colère. Moment, ici je dois faire une pause. C'est marrant, non? C'est le genre de choses qu'on se dit d'après quand on repense à tout ça. Moi, la petite nettoyeuse sans importance, en train de dire au grand alpha du clan de la Lune d'Argent qu'il était en colère, et lui l'être le plus puissant de notre monde qui ne m'écrase pas. C'était absurde, vraiment. Pensez-y 2 secondes, un roi loup qui a la responsabilité de centaines de vies, de la défense de son territoire, et il se retrouve démuni devant un enfant, son propre fils. Et la solution, ce n'est pas la force, la rage, les crocs. C'est une fille sans pouvoir qui a juste appris à parler autrement. Dans un autre monde, il m'aurait sûrement brûlé pour sorcellerie ou pour être une simple folle. Mais ici, dans cette forteresse d'instinct primaire, c'était ma normalité qui était la plus grande étrangeté. Et ma vulnérabilité, ma plus grande force, semble-t-il. Qui l'eût cru? Personne, j'imagine. Soudain, les lourdes portes de chêne s'étaient ouvertes. Sophie Duval était entrée à grands pas, suivie de 2 gardes armés. J'ai entendu des cris, avait annoncé Sophie, ses yeux balayant la pièce. Elle m'avait vu agenouillée sur le sol, sa lèvre se retroussant et un ricanement. Qu'est-ce que cette souillure fait dans la nursery royale? Julien, elle vous a attaqué? Garde, retirez-la, jetez-la dans les cellules. Les gardes s'étaient avancés pour me saisir. J'avais tressailli, baissant la tête, m'attendant à la rudesse habituelle. Halte! L'ordre avait claqué dans la pièce comme un fouet. C'était la voix alpha, mais différente cette fois. Ce n'était pas seulement autoritaire, c'était protecteur. Les gardes s'étaient figés à mi-mouvement.
Julien s'était levé. Il n'avait pas regardé Sophie. Il avait marché vers moi et avait posé une main massive sur mon épaule, un geste protecteur de revendication qui avait fait écarquiller les yeux de Sophie sous le choc. « Ce n'est pas une souillure », avait dit Julien, sa voix mortellement calme, vibrant d'une nouvelle sorte d'autorité. « C'est la seule personne de toute cette meute qui a eu le bon sens d'écouter un roi qui ne peut pas parler. » Il avait baissé les yeux vers moi, ses yeux dorés brûlant d'une curiosité soudaine et intense. « Quel est votre nom, sans loup? »« Marie, monsieur, Marie Moore. » Julien avait hoché lentement la tête. « Eh bien, Marie Moore, vous n'êtes plus une nettoyeuse. À partir de ce moment, vous êtes la tutrice royale. » Sophie avait haleté, s'avançant. « Julien, vous ne pouvez pas être sérieux. C'est une oméga. Elle n'a pas de loup. Elle ne peut pas élever un héritier. C'est une insulte à nos traditions. » Julien s'était tourné vers Sophie, son expression durcissant comme de la pierre. « La tradition a failli me coûter mon fils. Elle a fait en 5 minutes ce que vous et le Conseil avez échoué à faire en 3 ans. Elle l'a atteint. » Julien avait regardé Pierre qui observait les adultes avec de grands yeux intelligents, tenant sa lampe de poche comme un phare. « Elle a atteint mon fils, et pour cela, elle a ma protection. » Mais alors que Julien se tenait près de moi, il avait remarqué autre chose. Un parfum faible, presque imperceptible, émanant de moi. Ce n'était pas l'odeur d'un loup. C'était quelque chose de plus doux, de plus sauvage, comme l'ozone avant d'un éclair. Quelque chose qui avait fait que son loup intérieur, qui avait été dormant et déprimé pendant des années, avait soudainement levé la tête et reniflé l'air. La fille sans loup avait des secrets. Et pour la première fois depuis longtemps, le roi Alpha était désespéré de les découvrir. La maison de la meute était en ébullition, une ruche de scandales murmurés et de regards perçants. La nouvelle que le roi Alpha avait nommé une servante sans loup, une impasse génétique, comme tutrice privée du prince, s'était répandue comme une traînée de poudre. Pour les traditionalistes, c'était une insulte à la hiérarchie, une fissure dans les fondations de leur force. Pour Sophie Duval, c'était une déclaration de guerre. Mais à l'intérieur de la nursery, il y avait la paix, un sanctuaire de silence et de lumière. Pendant les 2 semaines suivantes, Julien avait passé chaque instant libre qu'il avait dans la nursery. Il se disait que c'était pour surveiller les progrès du garçon, pour s'assurer que les nouvelles méthodes fonctionnaient et que la fille sans loup n'était pas un risque de sécurité. Mais son bêta, Mark, un homme perceptif et silencieux, avait remarqué la vérité. L'Alpha quittait les réunions du conseil de guerre plus tôt. Il ignorait les demandes agressives de Sophie pour des dîners privés. Il était attiré par l'aile ouest comme un papillon de nuit par une flamme. Julien était assis dans le grand fauteuil en velours du coin de la pièce, faisant semblant de lire des rapports frontaliers sur une tablette. En réalité, ses yeux dorés étaient fixés sur le couple sur le tapis. Moi, Marie, j'étais différente des autres femmes de la meute. Je ne cherchais pas à plaire. Je ne portais pas les soies révélatrices et n'émettais pas les phéromones désespérés des louves qui se battaient pour un compagnon. Je portais des pantalons amples et des pulls trop grands, sentant la pluie, le vieux papier et le savon au citron. C'était une odeur qui calmait inexplicablement les sens hyperactifs de Julien. « Regardez, Julien », avais-je dit doucement, brisant sa transe. Je ne l'appelais plus Alpha en privé. J'insistais pour que dans cette pièce, il soit papa. Julien avait levé les yeux. J'étais assise en tailleur en face de Pierre. Entre nous se trouvait un puzzle complexe dessiné à la main, une carte représentant le territoire de la meute. J'avais signé rapidement, mes mains gracieuses et fluides comme des oiseaux en vol. « Où est de la rivière ?» Pierre avait balayé la carte du regard, son front plissé par cette expression sérieuse qui était une miniature de celle de son père. Son petit doigt avait tracé la ligne bleue serpentant à travers les arbres au fusain. Il avait levé les yeux, son visage s'illuminant, et avait signé en retour. « Oh, poisson, nagez!
Julien avait senti cette familiarité dans sa gorge, un mélange de fierté et de vieille douleur. Il sait ce qu'est une rivière. Il n'a jamais quitté le territoire de la maison de la Meute. J'avais trop honte de le sortir. Il voit des images dans les livres, avais-je dit, repoussant une mèche de cheveux bruns derrière mon oreille. Mes yeux étaient doux, sans le jugement auquel il était habitué. Et il a de l'imagination, Julien. Ce n'est pas parce qu'il n'entend pas l'eau couler qu'il ne peut pas rêver du courant. Je m'étais tourné vers Pierre et j'avais signé « Montre, papa ». Pierre s'était levé, avait saisi la carte et avait couru vers la chaise de Julien. Il n'avait pas hésité cette fois. Il avait posé la carte sur les genoux de Julien et avait pointé la rivière, puis avait pointé la poitrine de Julien. Ensuite, il avait fait un signe que Julien ne reconnaissait pas. 2 doigts accrochés ensemble, tirant fort. « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé Julien, me regardant pour la traduction. J'avais rougi, un rose doux montant sur mes joues pâles, ce qui avait fait rater un battement au pouls de Julien. C'est le signe pour ami ou connecté, mais il l'utilise pour meute. Pour lui, une meute n'est pas une question de hiérarchie ou de dominance. C'est une question de lien. Julien avait baissé les yeux vers son fils. « Meute liée », avait murmuré Julien, testant le mot. Il avait maladroitement mimé le signe, ses grandes mains de guerrier cicatrisées luttant avec le mouvement délicat. Pierre avait rayonné. Il avait grimpé sur les genoux de Julien, ce qu'il n'avait jamais osé faire auparavant, et avait posé ses petites mains chaudes sur celles de Julien, corrigeant le placement de ses doigts avec une précision sérieuse. Le contact était électrique. Pour un changeur de forme, le toucher était tout. C'était la communication, l'acceptation, un transfert de lien. Julien avait enfoui son nez dans les cheveux de son fils, inhalant l'odeur de lait et d'innocence, réalisant qu'il s'était privé de cette affection pendant 3 ans. « Merci », avait murmuré Julien, par-dessus la tête de Pierre. J'avais souri, mais mes yeux contenaient une lueur de tristesse. Il apprend vite, trop vite pour cette pièce. Il doit sortir, Julien. Il doit voir le territoire qu'il gouvernera un jour. Vous ne pouvez pas le garder enfermé dans cette tour comme une princesse de conte de fées. C'est dangereux, avait dit Julien, son visage s'assombrissant alors que le masque alpha reprenait sa place. L'alpha Antoine du Nord est agressif. Ses éclaireurs nous observent. S'il voit que mon héritier est différent, il verra cela comme une faiblesse à exploiter. Le cacher, c'est une faiblesse, avais-je rétorqué, ma voix ferme. Je m'étais levé, petite mais indomptable. Lui montrer qu'il appartient à la terre, c'est la force. Laissez la meute le voir. Laissez-les vous voir l'accepter. Julien m'avait fixé. Vous parlez avec audace pour quelqu'un sans griffes. J'ai des griffes, avais-je murmuré en regardant mes mains calleuses. Elles ont juste l'air différentes. Julien s'était levé, tenant Pierre contre sa poitrine sans effort. L'enfant était lourd, une réalité solide. Demain, nous irons à la rivière. Vous viendrez avec nous. Moi? Mes yeux s'étaient écarquillés d'une réelle alarme. La meute va jaser. Une oméga accompagnant l'alpha et le prince. Sophie va me dépecer vivante. Cela brise tous les protocoles. Qu'il jase, avait grogné Julien, s'approchant de moi, envahissant mon espace personnel. L'attraction qu'il ressentait pour moi devenait impossible à ignorer. Ce n'était pas la chaleur instantanée et accablante d'un lien de compagnon destiné. Il l'avait ressenti avec sa première femme, et elle s'était éteinte dans la tragédie. C'était différent. C'était une lente combustion, un feu construit brin par brin, enraciné dans le respect et un but partagé. « Vous êtes le pont, Marie », avait-il dit, sa voix baissant d'une octave, vibrant à travers le plancher. « Sans vous, je le perds encore. Je ne laisserai pas cela arriver. » Il avait tendu la main, ses phalanges effleurant la peau douce de ma joue. J'avais arrêté de respirer. Le toucher était brûlant. « Et je ne laisserai personne vous toucher », avait-il promis. Ni Sophie, ni Antoine, personne. La sortie à la rivière fut une révélation qui secoua la meute jusqu'à ses fondations.
Les loups observaient dans un silence stupéfait leur alpha traverser le village, son fils juché sur ses épaules, et la 100 loups marchant à ses côtés, pas derrière lui. Ils avaient vu Pierre pointer un oiseau et signer oiseau. Ils avaient vu Julien rire, un son retentissant et riche que la meute n'avait pas entendu depuis des années, et le signer en retour. Ils avaient vu le roi Alpha regarder non pas l'horizon, mais l'oméga avec une douceur qui terrifiait ses ennemis. Mais tout le monde n'était pas heureux. Depuis le balcon élevé du domaine de la bêta, Sophie Duval observait à travers des jumelles, sa prise écrasant la balustrade métallique jusqu'à la plier. Elle l'ensorcelle, avait-elle sifflé, sa voix tremblante de rage jalouse. Son père, la bêta, se tenait derrière elle, l'air lasse. Elle rend l'enfant fonctionnel, Sophie. C'est bon pour la meute. Un héritier fonctionnel signifie la stabilité. Ce n'est pas bon pour moi, avait-elle répliqué, se retournant, les yeux brillants d'un jaune féroce. Julien était censé faire son deuil, échouer avec l'enfant, puis se tourner vers moi pour un nouvel héritier, un héritier fort. Si ce défaut survit, et si cette servante continue à jouer à la petite famille avec le roi, je perds tout. Je perds la couronne. « Que ferez-vous » avait demandé son père, reculant devant son intensité. « Je prouverai que son influence est dangereuse » avait souri Sophie, une expression cruelle et tranchante qui montrait trop de dents. « Je prouverai qu'un roi sourd est un roi mort et qu'une nounou sans loup n'est rien d'autre qu'une proie. » 2 jours plus tard, le désastre avait frappé. Julien était en pleine réunion cruciale dans la salle de guerre avec des émissaires de l'Alliance du Sud, négociant un traité pour renforcer leur défense contre le Nord. J'étais dans la nursery avec Pierre, lui apprenant les signes des couleurs à l'aide d'une boîte de prismes. Soudain, les alarmes avaient retenti. Intrus, niveau rouge. Le son était assourdissant. J'avais immédiatement saisi Pierre, le tirant sous le lourd bureau en chêne. J'avais répété cet exercice avec lui. Endroit sûr, cache-toi. J'avais mis un doigt sur mes lèvres. Les lourdes portes s'étaient ouvertes. Ce n'étaient pas des envahisseurs du Nord. C'étaient des gardes de la meute, des gardes que je reconnaissais comme loyaux à la bêta. Et derrière eux, Sophie Duval s'avançait. « Où est-il » avait exigé Sophie, parcourant la pièce d'un pas agressif, sa voix haute et tendue. « Qu'est-ce qui se passe » J'étais sorti de dessous le bureau, mon corps protégeant le garçon. Pourquoi les alarmes sonnaient-elles? Un éclaireur du Nord a franchi le périmètre, avait menti Sophie. Bien que le mensonge soit aussi doux que de la soie, Julien est sur le front. Il m'a ordonné de déplacer le petit dans les bunkers profonds. J'avais hésité. Mes instincts criaient que quelque chose n'allait pas. Si la meute était attaquée, Julien aurait envoyé Marc ou il serait venu lui-même. Il n'aurait pas envoyé la femme qui avait qualifié son fils d'erreur. J'attendrai Marc, avais-je dit, croisant les bras pour cacher les tremblements de mes mains. Vous obéirez à un ordre direct d'un loup de rang supérieur, avait grogné Sophie, son masque humain glissant. Écartez-vous, sans loup. Non, avais-je dit. Sophie n'avait pas perdu de temps en paroles. Elle s'était jetée sur moi, m'attrapant par les cheveux et me frappant la tête contre le mur. J'avais vu des étoiles. Je m'étais écroulé sur le sol, étourdi. Sophie m'avait donné un coup de pied dans les côtes, un impact brutal qui me broyait les os. Cours, Pierre, avais-je signé frénétiquement depuis le sol, haletante. Cours, cache-toi! Pierre était sorti de dessous le bureau. Mais au lieu de courir, le garçon avait saisi un lourd bloc de bois faisant partie de son ensemble architectural et l'avait lancé de toutes ses forces. Il avait frappé Sophie en plein front, faisant couler du sang. Sophie avait rugi, ses yeux clignotant de rouge. Elle s'était transformée. La métamorphose était violente et grotesque par sa vitesse. Les os craquaient et se remodelaient. En quelques secondes, une louve rousse massive se tenait dans la nursery. Elle n'était pas là pour sauver l'enfant. Elle était là pour s'assurer qu'un accident se produise pendant le chaos de l'alarme. Une tragique victime de guerre. La louve avait grogné et s'était jetée sur Pierre.
Non, avais-je crié. Je n'avais pas réfléchi. Je n'avais pas évalué les chances. Je m'étais jeté à travers la pièce, atterrissant sur l'enfant juste au moment où les mâchoires du loup se refermaient. Les dents de Sophie n'avaient pas trouvé la gorge du garçon. Elles avaient trouvé mon épaule. Une douleur blanche, chaude et aveuglante avait explosé dans mon corps. J'avais crié, un son rauque et déchirant. La louve m'avait secoué comme une poupée de chiffon, déchirant mes muscles et ma peau. Je m'étais recroquevillé autour de Pierre, le protégeant de mon propre corps brisé. Pas lui. Prendre-moi, mais pas lui. La louve avait grogné, se préparant à la morsure mortelle au cou. Soudain, le mur de la nursery avait explosé. Pas la porte. Le mur. Une bête noire massive, plus grande que n'importe quel loup normal, avait traversé la pierre et le plâtre dans une pluie de débris. C'était l'alpha. C'était Julien. Il ne s'était pas donné la peine de se retransformer en humain pour négocier. Il avait frappé Sophie en plein vol, un éclair d'ombre et de fureur. Ses mâchoires s'étaient verrouillées sur le cou de la louve rousse. L'élan les avait emportés tous les deux dans le couloir, fracassant des meubles anciens, détruisant tout sur leur passage. Le combat fut brutal, viscéral et bref. La rage d'un alpha était une force de la nature. Julien ne s'était pas contenté de la maîtriser. Il l'avait brisée. Il avait jeté la louve rousse de côté comme une ordure, la laissant brisée et gémissante sur le sol. Maîtrisée mais vivante pour faire face au jugement. Julien s'était retransformé. Il était nu, saignant de coupures de verre, couvert de poussière. Mais il s'en fichait. Il s'était précipité vers le coin de la nursery en ruine. « Marie !» J'étais pâle, une flaque de cramoisie se répandant rapidement sous moi sur le tapis. Mon épaule était un désordre de chair déchirée. Pierre sanglotait silencieusement, ses mains pressant ma blessure, essayant d'arrêter le flux rouge comme il l'avait vu dans les livres de médecine que je lui avais montrés. « Je vais bien », avais-je murmuré, mes dents claquant violemment de choc, ma vision se rétrécissant. « Je vais bien, il est en sécurité ?» Julien m'avait regardé, son cœur battant dans sa poitrine comme un oiseau en cage. J'étais, moi, une humaine, une oméga fragile sans facteur de guérison. Je m'étais jeté dans la gueule d'un changeur pour sauver son fils. Il est en sécurité. Avait-il étouffé, des larmes creusant des sillons dans la poussière sur son visage. Il m'avait soulevé dans ses bras, attentif à mes blessures. « Et vous? Vous êtes la louve la plus courageuse que j'ai jamais connue. » « Je ne suis pas une louve, avais-je bredouillé, ma tête s'appuyant contre sa poitrine, ma conscience s'estompant. « Non, avait doucement grogné Julien, me portant vers la porte alors que les guérisseurs se précipitaient, leur visage pâle d'horreur. « Vous êtes une reine. J'ai survécu, mais le clan était fracturé et le prix de la survie était élevé. Sophie Duval était dans les cachots en attente de son procès pour tentative de régicide. Son père, l'ancien bêta, avait été destitué de son rang et assigné à résidence. La révélation que des membres de haut rang avaient conspiré pour tuer le prince défectueux avait ébranlé le clan de la Lune d'Argent jusqu'à son cœur. La confiance s'était érodée, mais le chaos avait une conséquence. Les conflits internes avaient affaibli les frontières, désorganisé les patrouilles. Antoine, l'alpha du clan de la Griffe de Fer du Nord, sentait le sang dans l'eau. 3 semaines après l'attaque dans la nursery, j'étais assise dans mon lit d'hôpital dans l'aile médicale. Mon bras était en écharpe, de lourds pansements couvrant les plaies douloureuses et lentes à guérir. Julien était assis à mes côtés, l'air épuisé, sa barbe épaisse, ses yeux hantés. « Les éclaireurs signalent des mouvements au nord, » avait dit Julien, passant une main dans ses cheveux. « Antoine est au courant du conflit interne. Il sait pour Pierre. Il pense que je n'ai pas d'héritier, pas de bêta et une meute divisée. Il arrive ce soir. »« Vous avez un héritier, avais-je dit, ma voix rauque mais ferme. C'est un enfant, Marie, et il est sourd. Si la guerre vient, je dois diriger les combattants dans la vallée. Qui le protège? Qui le comprend?
Je le fais, avais-je dit. Vous pouvez à peine marcher, avait répliqué Julien, sa voix craquant sous l'effort de se maîtriser. J'ai failli vous perdre. Je vous ai vu saigner sur ce sol et j'ai senti mon âme se déchirer. Je ne peux pas vous risquer sur le champ de bataille. Je n'ai pas besoin d'être sur le champ de bataille. J'ai besoin d'être là où je peux aider. J'avais tendu ma bonne main, couvrant son poing tremblant. Julien, écoutez-moi. Pierre n'est pas un fardeau. Il observe des choses que les autres ne voient pas. Il sent les vibrations. Il voit les mouvements dans l'ombre. Il est votre radar. Julien avait soupiré, appuyant son front contre nos mains jointes. J'ai besoin que vous le conduisiez à la maison sécurisée, au fond des grottes. Non, avais-je dit. Julien avait levé les yeux, surpris. Non, si vous le cachez, vous donnez raison à Sophie. Vous prouvez qu'il est faible. Vous devez tenir bon ici, et qu'il y a quelque chose. J'avais hésité, me mordant la lèvre. Depuis la morsure, depuis que Sophie m'a mordu, quelque chose est différent. Julien avait froncé les sourcils, instantanément alerte. Différent comment? La plaie est-elle infectée? Est-ce le venin? Non, c'est électrique. J'avais touché ma poitrine juste au-dessus de mon cœur. J'entends des choses, pas avec mes oreilles, à l'intérieur comme une statique, comme des voix lointaines. Julien s'était raidi. Les morsures d'oméga déclenchaient parfois des gènes latents. Mais j'avais 23 ans. Il était impossible qu'un changement se produise si tard. Avant qu'il ne puisse parler, les sirènes d'alerte aérienne avaient commencé à hurler. Un hurlement long et lugubre qui signalait la mort. Pas un exercice. Ils étaient là. Julien s'était levé, son aura d'alpha s'épanouissant, terrifiante et majestueuse. Restez ici, barrez la porte, ne l'ouvrez à personne d'autre que moi. Il s'était penché et m'avait embrassé sur le front, un baiser brûlant et désespéré qui avait un goût d'adieu. Si je ne reviens pas, vous reviendrez, avais-je ordonné, lui serrant la main. Julien s'était retourné et s'était précipité hors de la pièce, se transformant en sa massive forme de loup noir avant même d'atteindre le couloir. Je n'étais pas resté au lit. J'avais arraché la perfusion de mon bras, ignorant la piqûre. J'avais trouvé Pierre dans la pièce attenante, caché sous le lit comme je lui avais appris. Méchant loup, avait-il signé, les yeux grands et sombres. Oui, avais-je signé en retour, mes mains fermes. Mais nous sommes courageux. Je l'avais conduit à la fenêtre. L'aile médicale se trouvait sur une haute colline surplombant la vallée. En contrebas, sous la lumière pâle d'un croissant de lune, la bataille avait commencé. C'était une mer de fourrure et de crocs, une masse chaotique et tourbillonnante de violence. Les loups de la griffe de fer étaient massifs, des brutes grises se déplaçant comme une marée. Les loups de la lune d'argent étaient plus rapides, mais ils étaient 2 fois moins nombreux. Je regardais, mon cœur dans la gorge. Je voyais le loup noir massif qui était Julien. C'était un tourbillon de destruction, combattant 3 ennemis à la fois, protégeant l'entrée du village. Soudain, j'avais halté. Je m'étais agrippé la tête. Je ne l'avais pas entendu avec mes oreilles. Je l'avais senti, une vibration dans mon crâne, douloureuse et aiguë. Une image soudaine et vive avait traversé mon esprit. Des loups venant de la crête et une manœuvre de flanc, cachée dans la lisière des arbres. Une embuscade. Quoi, avais-je murmuré, trébuchant en arrière. J'avais regardé Pierre. Il était debout près de la fenêtre, fixant intensément la crête est. Il la pointait du doigt. Son petit corps vibrait de tension. Il le sentait, lui aussi, avais-je réalisé avec un choc. Ce n'était pas de la télépathie. C'était la vibration sismique de centaines de pattes frappant la terre sur la crête. Pierre sentait la fréquence à travers le sol, et d'une manière ou d'une autre, parce que j'avais ouvert mon esprit et mon cœur à son langage silencieux, j'interprétais ces informations sensorielles en images. Nous étions un conduit. Il était l'antenne. J'étais le récepteur. Julien était dans la vallée, aveugle à l'embuscade qui venait d'en haut.
Il ne pouvait pas les entendre par-dessus le choc des corps et le rugissement de la bataille. « Nous devons le prévenir », avais-je murmuré. J'avais regardé autour de la pièce. J'avais vu le pistolet de fusée éclairante d'urgence dans la vitrine sur le mur. J'avais saisi un lourd plateau métallique et j'avais brisé la vitre avec mon bon coude. J'avais pris le pistolet. Il était lourd dans ma main. « Pierre », avais-je signé. « Visez », j'avais pointé, la crête est sombre et apparemment vide. Pierre avait compris. Il avait fermé les yeux pendant une seconde, sentant la vibration, puis les avait ouverts et avait pointé son petit doigt vers un groupe spécifique d'arbres. Je m'étais penché par la fenêtre, le vent froid fouettant mes cheveux. J'avais visé là où le garçon pointait. Fais-lui confiance. Fais confiance au silence. J'avais tiré. La fusée rouge avait hurlé dans le ciel nocturne, une traînée de sang contre les étoiles. Elle avait explosé au-dessus de la crête est, baignant la forêt d'une lumière cramoisie crue. Elle les avait révélés. Une centaine de loups ennemis se faufilant silencieusement le long de la pente. À quelques secondes de massacrer le flanc de Julien. Dans la vallée, Julien avait levé les yeux. Il avait vu l'ennemi. Il avait rugi un ordre qui avait secoué la vallée. Les loups de la lune d'argent s'étaient retournés, affrontant l'embuscade de front. L'élément de surprise était perdu. La griffe de fer avait vacillé. Je m'étais effondré contre le rebord de la fenêtre, le pistolet tombant sur le sol. Nous l'avions fait. Mais alors la porte de la chambre d'hôpital s'était brisée. Des éclats de bois avaient volé partout. Un loup gris, l'un des élites d'Antoine, s'était faufilé à travers le cadre brisé. Il avait grogné, la bave dégoulinant de ses crocs jaunes. Il avait vu la fusée. Il savait qui avait ruiné l'embuscade. J'avais poussé Pierre derrière moi. Je n'avais plus d'armes. J'étais blessé, faible et humaine. Le loup avait sauté, visant ma gorge. Et alors, pour la première fois en 23 ans, j'avais senti une déchirure dans le tissu de mon âme. Une chaleur dorée brûlante avait explosé de ma poitrine, plus chaude que n'importe quel feu. Je ne m'étais pas transformé. Je ne m'étais pas transformé en loup. J'avais ouvert la bouche pour crier, et le son qui était sorti n'était pas une voix. C'était une onde de choc. C'était la voix de la terre elle-même. Stop! L'explosion psychique avait frappé le loup ennemi comme un mur physique. Il avait gémi, projeté en arrière, en plein vol, s'écrasant contre le mur lointain avec une force écrasante. Son cerveau était brouillé par la pure pression de l'ordre. J'avais regardé mes mains. Elles brillaient d'une faible lumière argentée et éthérée, pulsant au rythme de mon cœur. Je n'étais pas sans loup. J'étais quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié. J'étais une marcheuse d'esprit. Le loup gris gisait inconscient contre le mur de l'hôpital, tremblant. J'étais debout au-dessus de lui, ma poitrine haletante, la lueur argentée sur mes mains s'estompant lentement comme des braises mourantes. Pierre me regardait, la bouche ouverte en un O parfait. Il avait tendu la main et avait touché ma main. Il n'avait pas signé. Il avait juste souri, un regard de profonde reconnaissance sur son visage. Il avait senti l'explosion. C'était un langage qu'il comprenait, de l'énergie pure. Dehors, le cours de la bataille avait tourné. La fusée avait sauvé le flanc, et la rage de Julien face à la tentative d'embuscade avait décimé le moral de la griffe de fer. Les hurlements de l'ennemi en retraite résonnaient à travers la vallée. Julien était entré en trombe dans la pièce quelques minutes plus tard, se retransformant en forme humaine en plein milieu d'une foulée, attrapant un drap pour se couvrir. Il était couvert de sang et de crasse, sa poitrine haletante. « J'ai vu la fusée », avait-il haleté, balayant la pièce du regard. Il avait vu le loup ennemi inconscient. Il m'avait vu là, indemne, mais tremblante. « Avez-vous tiré sur lui? »« Non », avais-je murmuré, regardant mes paumes. Je lui ai parlé. » Julien avait froncé les sourcils, confus. « Vous avez parlé? » Je lui ai dit d'arrêter, dans sa tête. Elizabeth Wright, la vieille guérisseuse qui avait diagnostiqué Pierre des années auparavant,
était entrée en boitant dans la pièce derrière Julien. Elle s'était arrêtée net en me voyant. Elle avait reniflé l'air, ses vieux yeux s'écarquillant à la taille de soucoupe. Par la lune, avait-elle râlé, laissant tomber sa canne. Elle avait incliné la tête non pas devant Julien, mais devant moi. Qu'est-ce que c'est? Avait exigé Julien, se déplaçant pour me soutenir, moi qui semblais prête à m'évanouir. Elle n'est pas sans loup, Alpha, avait chuchoté Élisabeth, sa voix tremblante de révérence. C'est une marcheuse d'esprit. Elles n'ont pas été vues depuis le premier âge. Elles ne se transforment pas en loups, car leur esprit est trop vaste pour être contenu dans une seule forme. Leur voix commande l'esprit des autres. Julien m'avait regardé, la fille qui avait récuré les sols, la fille qui avait été invisible. Vous n'êtes pas défectueuse, avait dit Julien, une réalisation le secouant jusqu'aux fondations de ses croyances. Vous êtes une évolution. J'avais regardé Pierre. C'est pour ça qu'il se connecte avec moi. Il n'entend pas le son. Il entend l'esprit. Il n'est pas cassé non plus, Julien. Il est comme moi. Il est sensible à l'énergie du monde. Pierre avait tiré sur la main de Julien. Il m'avait pointé du doigt, puis avait fait le signe pour reine. Julien avait dégluti difficilement. Oui, mon fils, je pense que tu as raison. La guerre avait pris fin cette nuit-là. Antoine, l'Alpha du Nord, s'était rendu quand il avait réalisé que son embuscade avait échoué et qu'une marcheuse d'esprit se tenait aux côtés du clan de la Lune d'Argent. La légende disait qu'une marcheuse d'esprit pouvait rompre le lien de meute d'un loup avec une seule pensée. Personne ne voulait tester ce mythe. Les semaines qui suivirent furent une période de reconstruction, non seulement des bâtiments, mais aussi des croyances. Je n'étais plus la nettoyeuse. Je n'étais plus seulement la tutrice. J'étais la figure la plus vénérée de la meute, juste derrière le roi. Pourtant, je refusais le piédestal. Je m'asseyais toujours sur le sol avec Pierre. Je portais toujours des vêtements confortables au lieu des soies royales, mais le plus grand changement était dans la meute elle-même. Julien avait initié le décret silencieux. Le langage des signes était devenu une matière obligatoire pour tous les petits à l'école. Les gardes avaient appris les signaux manuels pour les opérations furtives. Les réunions du conseil incluaient désormais un interprète. Pierre n'était plus le prince silencieux ou l'enfant sauvage. Il était le loup tranquille. Un après-midi, Julien m'avait trouvé dans le jardin. C'était l'automne et les feuilles prenaient des couleurs or et cramoisies. Pierre chassait des papillons à proximité, riant. Un son rauque et joyeux que Julien ne se lassait jamais d'entendre. Il a dessiné ça aujourd'hui, avais-je dit en tendant à Julien un carnet de croquis. Julien l'avait ouvert. C'était un dessin de la maison de la meute, mais avec des changements architecturaux, des rampes pour les loups âgés, des systèmes d'alarme visuels avec des lumières clignotantes au lieu de simples sirènes. Il conçoit, avait dit Julien émerveillé. Il a 6 ans. Il pense en structure, avait souri. Il va être un grand bâtisseur, Julien. Peut-être pas un guerrier au sens traditionnel, mais il construira une meute plus forte que n'importe quelle pierre. Julien avait fermé le livre. Il m'avait regardé. La lumière du soleil attrapait les cheveux rebelles s'échappant de mon chignon, créant un halo. « Et vous ?» avait demandé Julien. « Que construirez-vous » J'avais baissé les yeux. « Je suis heureuse d'être simplement ici, de l'aider. » « Ce n'est pas assez pour moi, » avait dit Julien doucement. Il s'était agenouillé. Le jardin était devenu silencieux. Même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Pierre avait arrêté de chasser le papillon et nous regardait, un énorme sourire fendant son visage. Il avait commencé à signer frénétiquement pour lui-même. « Enfin, enfin, enfin !» Julien, avais-je respiré, mes mains se portant à ma bouche. « J'ai été un idiot, » avait dit Julien, la voix lourde d'émotion. J'ai cherché la force dans les griffes et les crocs. J'ai cherché une compagne qui correspondait au moule. Mais vous avez brisé le moule. Vous m'avez appris que l'amour est un langage qui n'a pas besoin d'être parlé pour être entendu. Il avait sorti une bague de sa poche. Ce n'était pas un diamant.
C'était une bande d'argent tressée et de pierres de lune gravées du signe de la connexion. Les deux doigts accrochés. Mary Moore, marcheuse d'esprit, sauveuse de mon fils et voleuse de mon cœur. Voulez-vous être ma reine? Voulez-vous m'aider à mener cette meute dans un monde nouveau? Je n'avais pas parlé. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Au lieu de ça, j'avais levé les mains, j'avais signé oui, puis j'avais signé toujours. Julien s'était levé et m'avait embrassé, et pendant un instant, la marcheuse d'esprit et le roi Alpha n'avaient fait qu'un. Un équilibre parfait entre le son et le silence, le pouvoir et la paix. Le couronnement fut différent de tous les autres dans l'histoire. Habituellement, la nouvelle reine hurlait à la lune pour affirmer sa dominance. Mais quand je me suis tenu sur le balcon, surplombant les milliers de loups rassemblés en contrebas, je n'ai pas hurlé. J'ai levé les mains. Sous moi, des milliers de loups, guerriers, anciens, petits, ont levé les mains en retour. J'ai signé force. La foule m'a imité. J'ai signé famille. La foule a suivi. J'ai signé meute. Une ondulation de mouvement a parcouru la foule alors que des milliers de mains accrochaient leurs doigts ensemble. Julien se tenait à mes côtés, Pierre dans ses bras. Il portait la couronne, mais ses yeux étaient sur sa femme. Il voyait la façon dont la meute me regardait, non pas avec peur, mais avec adoration. Je ne les avais pas conquis, je les avais compris. Sophie Duval, de son exil dans les terres lointaines, entendrait des histoires du clan de la Lune d'Argent. Elle entendrait parler du prince sourd qui devint le plus grand architecte que les terres aient jamais vu, concevant des forteresses impénétrables. Elle entendrait parler du roi Alpha qui régnait avec sagesse plutôt qu'avec colère. Et elle entendrait parler de la reine sans loup qui parlait sans mots et était entendue des dieux. Julien s'est penché près de mon oreille. Ils vous aiment. Ils aiment être entendus, ai-je corrigé doucement. J'ai reposé ma tête sur son épaule. Ils aiment ne pas avoir à hurler pour être compris. Julien a regardé la lune, lourde et brillante dans le ciel. Pour la première fois de sa vie, le silence de la nuit ne lui semblait pas solitaire. Il semblait plein, il semblait prometteur. Il a regardé son fils qui signait d'une blague à un garde en dessous. Il a regardé sa compagne qui brillait de cette faible lumière argentée. La malédiction était brisée, non par magie, mais par la perspective. Et alors que la meute éclatait en une ovation silencieuse, des milliers de mains agitant dans l'air, cet applaudissement muet, Julien savait que c'était le son de la victoire le plus fort qu'il entendrait jamais. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas toujours. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur, si tout ça n'est pas trop grand pour moi, là sans loup. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie. Et la leur, c'est une histoire qui continue de s'écrire dans les mains qui signent, dans les silences compris, et dans cette vibration étrange que je sens parfois encore, comme un écho du monde. Qu'auriez-vous fait, vous, à ma place, quand le silence est devenu la seule